9 chars allemands, 3 jours de combat et pas un seul obus fumigène. 22 novembre 1941, à l'aube, route de Volokolamsk, à 40 km de Moscou. Le soldat de l'armée rouge Andreï Sidorchuk, posté dans une tranchée gelée, observait les chars allemands se déployer à l'horizon. 12 véhicules, peut-être plus. Difficile de distinguer quoi que ce soit à travers le brouillard matinal. Il tenait 3 grenades, des F1 standards. Ses camarades en avaient autant. Un fusil anti-char par section. Pas de grenade fumigène. Aucune. Tout indiquait que cette ligne aurait dû tomber en moins d'1 heure. Les chars auraient simplement écrasé les tranchées avec leurs chenilles, et ensuite, ils seraient repartis, vers Moscou. Mais le soir venu, 3 véhicules allemands détruits fumaient encore sur le champ de bataille. Tous les autres avaient fait demi-tour et fui. La ligne tint bon. Comment ? Dans la poche de la tunique de Sidorchuk se trouvait une pomme de terre. Une pomme de terre ordinaire, congelée. Et 3 douilles de grenades vides, remplies d'une substance blanche, comme de la farine. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter 1 semaine en arrière, au village de Nefedovo, à l'homme dont ses camarades se moquaient, jusqu'à ce qu'il voie ce que ces grenades artisanales pouvaient faire. Il s'appelait Andreï Petrovitch Sidorchuk. Il avait 23 ans. Soldat de l'armée rouge, fusilier dans la 2e section de fusiliers de la 3e compagnie de la 116 division de fusiliers. Originaire de Gomel, en Biélorussie, il était le benjamin d'une fratrie de 4 garçons. Son père était cheminot et sa mère couturière. Ses aînés étaient partis au front dès les premiers jours de la guerre. Une lettre arriva de Constantin en juillet, puis 2 de Mikhaïl, la dernière en août. Il n'y eut aucune nouvelle de Grigori. Andreï ignorait si ses frères étaient encore en vie et préférait ne pas y penser. Avant la guerre, il travaillait dans une féculerie, pendant 2 ans. D'abord comme manutentionnaire, puis comme assistant ingénieur de procédés. L'usine était petite, on y fabriquait de la fécule de pommes de terre. Andreï connaissait le processus sur le bout des doigts. Comment les pommes de terre étaient lavées, râpées et pressées. Comment la fécule se déposait dans les cuves. Comment elle était séchée dans les fours. Il se souvenait de l'odeur, douce, féculente. Il se souvenait de la poussière blanche qui flottait dans l'air de l'usine, comment elle se déposait sur ses vêtements, ses cheveux, et lui bouchait le nez. Il y avait un souvenir qu'Andreï évoquait souvent. C'était l'hiver 1939. Un accident dans l'atelier de séchage, le four prit feu. Des flammes jaillirent, enflammant des sacs d'amidon. Andreï eut peur. Il crut que cela allait exploser. Mais l'amidon ne s'enflamma pas. Il s'enflamma d'une manière étrange. Il s'embrasa violemment et produisit immédiatement une épaisse fumée blanche, si épaisse qu'on ne voyait plus rien dans l'atelier. Les gens toussaient et couraient dehors. Puis les pompiers arrivèrent et éteignirent l'incendie. Le contremaître dit « L'amidon, c'est comme de la poudre à canon. C'est très fin. Ça brûle rapidement dans l'air, créant beaucoup de fumée. » Andreï se souvint de ces mots. Ils ne signifiaient rien à ce moment-là. Plus tard, il sauverait des vies. Il fut appelé au front en août 1941. 1 mois d'entraînement dans un régiment de réserve. Fusils, grenades, tranchées, baïonnettes. On lui apprit vite, il n'y avait pas de temps à perdre. En septembre, il fut envoyé à Vyazma. Il fut encerclé avec toute sa division. Ils se frayèrent un chemin à travers les combats pendant 2 semaines. Faim, froid, combat quotidien. Sur les 1000 hommes de la division, 200 survécurent. Andreï survécut. Il ne savait pas s'il avait eu de la chance ou non. Je ne me souviens pas très bien de la première bataille. Ou plutôt, je m'en souviens trop bien. Mais je ne voulais pas m'en souvenir. Les chars allemands fonçaient droit sur les tranchées. Le rugissement des moteurs. Le cliquetis des chenilles. Le sol tremblait. Andreï était allongé au fond de la tranchée, enfoui dans l'argile, pensant « ça va m'écraser ». Le char passa, à 3 mètres. Il entendit le craquement de l'acier, le rugissement du moteur. Puis il se releva, regarda le char s'éloigner et vit la tranchée voisine en flammes. Le char l'écrasait sous ses chenilles, le cri blanc de balles de mitrailleuse.
Vaska Kondratiev était dans cette tranchée, un gars de Koursk. Il était gai, il plaisantait toujours, même quand il avait peur. Vaska n'est pas sorti de cette tranchée. Après cela, Andreï réalisa qu'il craignait les chars plus que tout. Pas les avions, pas l'artillerie, les chars. Parce qu'il n'y a nulle part où se cacher. On peut se protéger d'un obus dans une tranchée, d'une bombe dans un abri, mais d'un char, on reste allongé là à attendre, il passera à côté de vous ou vous écrasera. Andreï était de nature discrète. Il parlait peu et écoutait beaucoup. Ses camarades plaisantaient parfois. Sidorchuk est un philosophe, silencieux et pensif. Il ne s'en offusquait pas. Il réfléchissait vraiment beaucoup. Il observait. Il remarquait des détails qui échappaient aux autres. Par exemple, il avait remarqué que les chars allemands empruntaient toujours le même chemin, une piste bien tracée. Il s'en souvenait, cela lui serait utile pour miner la route. Ou encore, il avait remarqué que l'infanterie allemande fumait toujours avant une attaque. On le voyait aux lueurs dans l'obscurité. Cela signifiait qu'ils allaient attaquer dans 5 ou 10 minutes. Mais Andreï avait un autre trait de caractère, l'entêtement. S'il avait une idée en tête, il allait jusqu'au bout, même si tout le monde disait que ça ne marcherait pas. Son père le grodait pour cela quand il était enfant. Comme un âne, il est têtu, c'est tout. Sa mère le défendait. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est de la persévérance. Ce don se révéla immédiatement au front. Lorsqu'on lui confia un fusil, un vieux Mosin Nagant de 1941, André le démonta et le remonta, 3 fois, jusqu'à en comprendre le fonctionnement. Quand on lui apprit à lancer des grenades, il s'exerça jusqu'à pouvoir atteindre une cible de la taille d'une trappe de char à 30 mètres de distance. Le commandant de section, le lieutenant Voronov, le remarqua et lui dit « Sidorchuk, tu seras lance-grenade, tu as un bon coup de main. » Andreï n'a pas protesté. Les grenades lui donnaient au moins une chance face à un char. Mais au fond de lui, il y avait la peur, constante. Pas la panique, pas celle qui fait fuir, différente, silencieuse, corrosive. Il se réveillait avec cette peur, il s'endormait avec elle. Le jour, il se maîtrisait, le travail, les ordres, ses camarades à proximité. Et la nuit, la peur s'insinuait dans ses rêves. Il rêvait de chars en flammes. Il rêvait de Vaska Kondratiev hurlant sous les chenilles. Il rêvait que sa mère recevait un avis de décès. Andreï n'en a parlé à personne. La peur régnait. Ceux qui parlaient étaient considérés comme des lâches. Ceux qui gardaient le silence étaient considérés comme des héros. Mais héros et lâches mouraient de la même façon, sous les chenilles des chars, sous les obus, dans les flammes. Le seul lien avec sa famille était par lettres. Sa mère écrivait 1 fois par semaine, brièvement mais chaleureusement. Elle parlait des voisins, du jardin et de la mauvaise récolte de pommes de terre de cette année. Elle lui demandait de prendre soin de lui, de ne pas s'attirer d'ennui et de revenir vivant. Andreï écrivait moins souvent. Il n'avait rien à raconter. Ou plutôt, si, mais ce qui se passait au front ne pouvait être décrit dans une lettre. Et de toute façon, la censure militaire l'aurait rayé. Alors il écrivait brièvement. Vivant, en bonne santé, combattant. À toi, Andreï. Dans la poche poitrine de sa tunique, contre son cœur, reposait une photographie. Une photo de famille, d'avant-guerre. Père, mère, 4 frères. Tous réunis dans la cour de la maison. La photographie était usée, les bords effilochés. Andreï la sortait rarement. Il avait peur de la perdre. Mais parfois, avant la bataille, il la regardait, pour se rappeler pourquoi il combattait. Les relations avec mes camarades étaient équilibrées. Je n'étais proche de personne. La mort était si rapide et c'était effrayant de s'y habituer. Mais je n'étais pas un étranger non plus. Je partageais du tabac, aidais à creuser des tranchées et remplaçais les gardes quand quelqu'un était épuisé. En retour, la même chose. La solidarité du front. Pas de l'amitié, mais quelque chose d'important. Le plus proche était le sergent-major Piotr Semyonovitch Kulik, 40 ans, militaire de carrière. Il avait combattu pendant la guerre de Finlande, calme et expérimenté.
Il ne criait ni ne jurait. Il parlait à voix basse, mais tous l'écoutaient. Il avait un dicton. À la guerre, le plus important, c'est l'esprit. Ni la mitrailleuse, ni la grenade. L'esprit. Celui qui pense, vit. Un jour, à la mi-novembre, ils étaient assis ensemble dans un abri, buvant du thé dans des gamelles. Kulik fumait une cigarette roulée à la main. « Sidorchuk, dit-il doucement. As-tu peur » André ne s'attendait pas à une telle question. Il se figea, la casserole serrée entre ses mains. « Tout le monde a peur, camarade sergent-major. »« C'est vrai, » dit Kulik en expirant de la fumée. « Mais comment peux-tu avoir peur ? As-tu encore toute ta tête ou est-ce juste un vrai chaos ?»« Ça marche, » pensa André. « Parfois même trop. »« C'est bien, » acquiesça le sergent. « Cela signifie qu'il y a une chance. J'ai vu deux types de combattants. Certains sont lâches et stupides. Ils grimpent sur un char avec une seule grenade, crient « Hurrah !» et meurent. D'autres sont lâches mais plus intelligents. Ils observent, réfléchissent et cherchent une solution. Ceux-là survivent plus longtemps et ils sont plus utiles. Et vous, à quel corps appartenez-vous, camarade sergent-major ? Kulik sourit. Au second degré, c'est pourquoi je suis en vie. Mais beaucoup de ceux qui ont servi avec moi ne le sont plus. Il écrasa sa cigarette sur le bord du pot. Les chars ne vont pas tarder à arriver, Sidorchuk. Les Allemands préparent une offensive, la dernière avant l'hiver. Ils veulent prendre Moscou. Ici, dans notre secteur, ils vont forcément venir. Et nous, qu'avons-nous ? Des fusils, des grenades, un seul fusil anti-char. C'est insuffisant, très peu. Que devons-nous faire ? Demanda Andrei. Réfléchis, dit Kulik en l'observant attentivement. Tu travaillais dans une usine, dis-tu. Une amidonnerie ? J'ai travaillé. Tu as donc un esprit technique. Réfléchis-y. Comment allons-nous gérer les chars ? Tu trouveras peut-être une solution. Andrei garda le silence. Qu'aurait-il bien pu inventer ? Un simple soldat de l'armée rouge ? Un ancien ouvrier ? Face aux chars allemands, produits en série dans les usines Krupp par les meilleurs ingénieurs d'Allemagne ? Mais les paroles du contremaître lui restèrent en tête. Réfléchis, tu trouveras peut-être quelque chose. André ignorait ce qu'il allait inventer 5 jours plus tard. Et ça allait marcher. Pour l'instant, il se contentait de faire son travail. Monter la garde, creuser des tranchées dans le sol gelé, sa pelle résonnant contre la glace, ses mains engourdies, son dos douloureux. Il recevait des rations, 200 grammes de pain, une cuillère de porridge, du thé chaud. Pas assez. Toujours pas assez. Mais pire encore, quand il n'y a rien du tout. J'ai peu dormi. L'alarme pouvait retentir à tout moment. Les Allemands ne me laissaient aucun répit. Il y avait l'artillerie, puis les avions, puis la reconnaissance. Alors, 2 heures de sommeil, puis le service. Encore 2 heures, et retour à mon poste. La fatigue chronique était devenue mon quotidien. J'avais les yeux rouges, la tête lourde, mais je tenais bon. Et pendant tout ce temps, l'attente était pesante. Un pressentiment funeste régnait. Tout le monde savait que les Allemands préparaient une offensive majeure. Les services de renseignement signalaient un afflux massif de chars de l'autre côté de la frontière. Des centaines de chars. Les prisonniers racontaient qu'Hitler avait ordonné que l'offensive finale sur Moscou soit lancée avant l'hiver. Il restait 1 semaine avant l'hiver. Peut-être 2. Andrei regarda l'horizon ouest, là où se trouvaient les Allemands. Et il pensa, s'ils percent ici, ils atteindront Moscou. Si Moscou tombe, c'est fini. La guerre est perdue. Tout le monde le comprenait, du simple soldat au commandant. C'est pourquoi ils ont tenu bon. Ils se sont accrochés à chaque ligne, chaque tranchée, chaque mètre carré de terrain. Ils n'ont pas reculé. Il n'y avait pas d'ordre de retraite. L'ordre était de tenir, à tout prix. Dans la nuit du 15 novembre, Andrei était de garde. Il faisait un froid glacial, à en grelotter. Moins 15 degrés, et son manteau était fin, ses bottes trop grandes. Elles pendaient dans le vide.
Il tapait du pied, soufflait dans ses poings et se frappait les côtes. Les étoiles étaient invisibles, le ciel était couvert. Ça sentait la neige. Au loin, à l'ouest, des éclairs jaillissaient. Une détonation sourde. Artillerie. Allemande. Mais pas sur nos positions. Plus loin, dans le secteur adjacent. Ça a commencé, pensa Andrei. Il ignorait encore que dans une semaine, il serait confronté à un choix qui changerait son destin. Mais nous y reviendrons. Il nous faut d'abord comprendre pourquoi les chars prenaient feu et pourquoi les méthodes conventionnelles de lutte contre ces incendies étaient inefficaces. Les chars sont arrivés le matin du 17 novembre. Le brouillard était épais. Un voile gris et épais recouvrait le champ. La visibilité était de 30 mètres, pas plus. Andrei se tenait dans la tranchée, scrutant la brume laiteuse. Silence. Même les oiseaux ne chantaient plus. Ils s'étaient tous envolés, pressentant le danger. Puis un son se fit entendre, bas, fatigant, le bourdonnement des moteurs. Andrei se figea, son cœur se serra. « Des chars !» murmura quelqu'un à proximité. Le grondement s'intensifiait, se rapprochait. Le cliquetis des chenilles, le grincement de l'acier sur la pierre. Le sol se mit à vibrer, d'abord à peine perceptible, puis plus fortement, comme si quelqu'un frappait avec un énorme marteau quelque part sous terre. Une ombre émergea du brouillard, immense, anguleuse, char allemand. Panzer III, gris avec des croix noires sur la tourelle. Vient ensuite le deuxième, le troisième, le quatrième. Le commandant de section, le lieutenant Voronov, a crié « Préparez-vous, grenadiers, au parapet !» Andrei saisit la grenade. Ses mains tremblaient. Il serra les poings, mais les tremblements persistaient. Qu'importe, l'essentiel est de la lancer sur ordre. Les chars avançaient lentement, environ 50 mètres jusqu'aux tranchées. 40, 30. « Au feu !» cria Voronov. Un tir de fusil anti-char retentit. Un claquement sec et sonore. Une balle traçante dessina une ligne rouge dans le brouillard et frappa le flanc du char. Des étincelles. Un ricochet. Le blindage ne fut pas percé. Andrei dégoupilla la grenade, la lança et lança. Elle tournoya dans les airs et atterrit près des chenilles. Explosion. Fumée. Le char ne ralentit même pas. Encore des grenades. 3, 4, 5 explosions. Un char s'immobilise. Ses chenilles sont détruites. Mais les autres continuent d'avancer. Les mitrailleuses crépitent. Les balles claquent contre les parapets des tranchées, sifflent au-dessus de nos têtes. Le char s'est engagé dans la première tranchée. Andrei a entendu des cris brefs. Puis, le silence. Il se plaqua contre la paroi de la tranchée, les yeux fermés. Le char passa à 2 mètres. Le rugissement était assourdissant. Une odeur de fer brûlant et de gaz d'échappement flottait dans l'air. Des mottes d'argile tombaient du ciel. Puis les chars sont partis. Ils ont traversé les positions comme si elles n'existaient pas. Ils ont poursuivi leur route vers le village. Voronov se releva de la tranchée. Son visage était gris, ses lèvres pincées. « Des pertes ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Joukov est mort », a rapporté quelqu'un. « Koroliev aussi, et 5 blessés. » 7 sur 30. En 10 minutes. Andrei observa la tranchée écrasée. Une main émergeait de la terre. Elle tenait une grenade. Joukov n'avait pas eu le temps de la lancer. Une réunion eut lieu ce soir-là. Le commandant de compagnie, le capitaine Malichev, parla calmement, mais il était clair qu'il était nerveux. « Camarades soldats, la situation est grave. Les Allemands font venir des chars. Beaucoup. Les services de renseignement ont dénombré au moins 2 bataillons. Cela représente 60 à 80 véhicules. Ils préparent une percée, ici, dans notre secteur, parce que c'est le plus proche de Moscou. » Il fit une pause. « Nous avons 3 fusils anti-chars pour toute la compagnie, 40 grenades, 20 mines anti-chars, pas de grenades fumigènes.
Pas d'artillerie. Tout a été réquisitionné ailleurs. Nous sommes seuls. « Camarade capitaine », demanda le sergent-major Kulik, « les réservistes seront-ils disponibles ?»« Il n'y a pas de réserve, camarade sergent-major. Nous n'avons que nous-mêmes. 119 hommes, contre 60 chars. » Silence pesant. Chacun comptait mentalement. 119 contre 60. Ce n'est pas un combat, c'est une sentence. « L'ordre est simple, poursuivit Malichev. Tenez bon, jusqu'au bout. La retraite est interdite. Quiconque bat en retraite sans ordre sera fusillé. Compris ? Oui, monsieur. Des questions ? Personne n'a posé de questions. Quelle question ? Tout est clair. Nous allons mourir ici. Après la réunion, Andreï retourna à l'abri. Il s'assit sur sa couchette. Il sortit une photo et la contempla longuement. Sa mère souriait. Son père était grave. Ses frères étaient jeunes et en pleine forme. « Je ne reviendrai pas », pensa-t-il. Ce n'était ni la panique, ni le désespoir, juste de la compréhension. Un calme glacial. Face à une telle multitude de chars, rien ne pouvait nous aider. Ils allaient nous écraser. Si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain. Si ce n'est demain, ce sera après-demain. La question n'est pas de savoir s'il survivra, mais combien de temps il tiendra. Un jour, 2, 3. Il rangea la photo. Il s'allongea sur la couchette. Il ferma les yeux. Je n'arrivais pas à dormir. Des images tournaient en boucle dans ma tête. Des chars, des tranchées en flammes. Joukov, une grenade à la main. Le 18 novembre, les chars revinrent. Cette fois, ils étaient 6. Ils suivirent le même itinéraire, dans la même formation. Sans infanterie, à quoi sert l'infanterie quand les chars peuvent tout faire ? Cette fois, un canon fut touché. Vlasov, le servant du lance-grenade, rampa jusqu'à la chenille et lança une salve de grenades. Explosion. Le char s'immobilisa. Une épaisse fumée s'échappa de la tourelle. L'équipage commença à sortir. Le second char pivota sa tourelle et tira sur la tranchée de Vlasov. Un coup direct. On n'a jamais retrouvé Vlasov. Jamais. Pas même sa dépouille. 5 morts supplémentaires. 8 blessés. 70 hommes restaient dans la compagnie. Ce soir-là, Andreï était assis près du feu. Il faisait bouillir des pommes de terre congelées dans une casserole, les dernières qui lui restaient. Il les avait trouvées dans la cave en ruine du village. Le feu crépitait faiblement. Le bois de chauffage était rare, alors ils utilisaient des bûches provenant des maisons détruites comme combustible. Le sergent-major Kulik s'assit à côté de lui. Il resta silencieux. Il fixa le feu. « Camarade sergent-major » dit Andreï d'une voix calme. « Nous ne tiendrons pas longtemps. »« Non » répondit Kulik d'une voix tout aussi calme. « Nous ne tiendrons pas. »« Alors pourquoi ?»« Parce qu'il y a un ordre. Parce que c'est Moscou. Parce que si on les retient ici, ne serait-ce qu'une journée, c'est une journée pour préparer des réserves. Pour évacuer les habitants. Pour miner les routes. Une seule journée pourrait sauver des milliers de vies, vous comprenez ? Andreï hocha la tête. Il comprenait. Mais cela ne rendait pas les choses plus faciles pour autant. J'ai vu beaucoup de morts, Sidorchuk, poursuivit le sergent. Pendant la guerre de Finlande, pendant cette guerre, et je vais vous dire, il y a des morts absurdes et il y en a des nécessaires. Absurde, c'est quand un officier insensé envoie ses hommes à l'assaut d'une mitrailleuse. Nécessaire, c'est quand on tient une ligne, sachant qu'on ne tiendra pas, mais que chaque heure de défense sauve des vies. Il tira une bouffée sur sa cigarette roulée à la main. Nous allons mourir ici, c'est un fait. Mais nous ne mourrons pas en vain. C'est également un fait. Andreï regardait l'eau bouillir dans la casserole, les pommes de terre cuisaient, rien d'extraordinaire, comme s'il n'y avait ni guerre, ni char, ni mort à 2 pas. Mais ça reste effrayant, a-t-il admis. Et j'ai peur, sourit Kulik sans joie. Celui qui n'a pas peur est un imbécile, ou mort. L'essentiel est de ne pas laisser la peur décider pour vous. Il faut réfléchir. Alors, réfléchissez-y. Comment pouvons-nous améliorer nos chances, même un peu, hein ?
Andrei haussa les épaules. Je ne sais pas. Que peut-on faire contre des chars? Les grenades ne percent pas le blindage. Les fusils anti-chars non plus, sauf s'ils sont tirés sur le côté et à courte portée. Et si on ne s'approche pas, les mitrailleuses les faucheront. Vous voyez, acquiesça Kulik. Vous réfléchissez déjà. Vous analysez déjà. Continuez. Peut-être qu'une idée vous viendra. Il se leva et épousseta son manteau. Finis tes pommes de terre et va te coucher. Elles reviendront demain. Des chars arrivaient chaque jour. Le 19 novembre, 7 véhicules. Le 20, 9. Le 21, 12. Ils ont méthodiquement anéanti les défenses. Ils ont écrasé les tranchées. Ils ont criblé de balles les abris. Ils sont partis. Et le lendemain, ils sont revenus. 3 autres chars ont été détruits. Au prix de lourdes pertes, 17 morts et 23 blessés. Il restait 38 personnes dans l'entreprise. Andrei a vu mourir Sergueï Morozov, un Sibérien, un homme fort et robuste. Il l'était. Un char a roulé sur sa tranchée. Andrei a entendu un cri bref, puis un craquement, comme un arbre qui se brise. Sauf que ce n'étaient pas des arbres qui se brisaient. Il a vu mourir Kolia Bespalov, signaleur, 18 ans, originaire de Saratov. La grenade a ricoché sur le blindage du char et est retombée dans la tranchée. Kolia a crié « À terre !» et s'est jeté sur la grenade. Il a vu mourir le lieutenant Voronov, le chef de section. C'était un bon commandant. Il ne criait pas, il expliquait les choses calmement. Il protégeait ses hommes du mieux qu'il pouvait. Un obus de char a touché l'abri. Voronov a été évacué sur une bâche. Il n'avait plus de jambes. Il a vécu une dizaine de minutes. Avant de mourir, il a dit « Tenez bon les gars, Moscou est proche. Tenez bon. » Andrei les a enterrés. Il a creusé des tombes dans la terre gelée. Il a posé des panneaux de contreplaqué avec leurs noms. Il a dit « Pardonne-moi mon frère. » Il n'y avait rien d'autre à dire. Je n'arrivais pas à dormir la nuit. Allongé dans l'abri, j'écoutais mes camarades ronfler. Certains pleuraient en dormant, d'autres hurlaient. Tous faisaient des cauchemars. Ils pensaient à sa maison, à sa mère, à la façon dont elle apprendrait son décès. Elle pleurerait. Elle avait envoyé 4 fils à la guerre. Combien en reviendrait? Un seul? Aucun? Il pensa aux chars d'assaut. Comment les arrêter? Avec quoi? Les grenades sont inefficaces, le blindage est trop épais. Les fusils anti-chars ne le percent pas, leur calibre est insuffisant. Les cocktails Molotov? On a essayé. Le char a pris feu une fois. Les autres, non. Apparemment, le nouveau blindage allemand est recouvert d'un revêtement ignifuge. Et ensuite, le sergent-major Kulik dit « Réfléchis ». Andrei réfléchit, jusqu'à ce que son mal de tête l'envahisse, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus dormir. Mais il n'y eut aucune réponse. Le 20 novembre, il tenta pour la première fois ce qui allait plus tard être appelé la méthode Sidorchuk. Mais à l'époque, il ne s'agissait que d'une tentative désespérée. Le matin, brouillard. Les chars sont en mouvement. Andrei se tient dans une tranchée. Il tient 3 grenades. Il observe le char qui approche. Son cœur bat si fort qu'on l'entend dans ses oreilles. Le réservoir est à 30 mètres. Andrei se lève, frappe, lance la première grenade, ratée. Explosion à 2 mètres de la voie. Deuxième grenade, compris, directement dans la chenille. Explosion, fumée. Le char continue d'avancer. La chenille est intacte. La 3e grenade, ratée encore une fois. Andrei s'effondre au fond de la tranchée. Les balles sifflent au-dessus de sa tête. Un char passe à 5 mètres. Ça n'a pas marché. Rien n'a fonctionné. Ce soir-là, le capitaine Malichev rassembla les 38 hommes restants. Sales, épuisés, les yeux rouges de fatigue. « Camarades soldats », dit le capitaine d'une voix rauque, « demain sera le jour décisif. Les Allemands préparent une offensive générale. 4 divisions, plus d'100 de chars. Ils frapperont sur tout le front. Ils perceront.
C'est inévitable. Il fit une pause. Notre mission est de les retarder. Au moins 1 heure, au moins une demi-heure. Chaque minute compte. Alors on tient jusqu'au bout, jusqu'à la dernière balle, jusqu'à la dernière grenade, jusqu'au dernier homme. Compris ? Oui, monsieur, répondirent les soldats d'une voix morne. Gratuit. Andreï retourna à l'abri. Il s'assit sur sa couchette. Il fit tournoyer la dernière grenade entre ses mains. Une F1. Une grenade citron. 700 grammes de fonte et de TNT. C'est inutile contre un char. Il l'a déjà compris. Ça ne percera pas le blindage. Peut-être les chenilles, s'il a de la chance. Mais ça n'arrêtera pas le char. Ça ne fera que le ralentir. Que faut-il pour arrêter un char d'assaut ? Percer un blindage ? Sans outils. Désactiver l'équipage ? Impossible d'y parvenir. Privé de visibilité ? Andreï se figea. L'idée lui vint soudainement, comme un éclair. Privé de visibilité. Les pétroliers scrutent les alentours par les fentes d'observation. Elles sont étroites. La visibilité est réduite. Si vous fermez les fentes, si vous créez une fumée épaisse et dense, les pétroliers seront aveuglés. Ils s'arrêteront. Ils ne pourront plus avancer à l'aveuglette. Mais il n'y a pas de grenades fumigènes. Aucune. Elles ne sont pas distribuées. Il y a une pénurie. Il n'y en a pas assez pour tout le front. Vous devez donc le faire vous-même. Mais comment ? Comment créer de la fumée ? Andreï se souvint, avec une netteté saisissante, comme si quelqu'un avait allumé la lumière dans une pièce sombre. Fabrique d'amidon. Hiver 1939. Incendie. Fumée blanche. Épaisse, dense, comme du lait. Amidon. L'amidon produit de la fumée lorsqu'il brûle. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Mes mains ont commencé à trembler. Si vous prenez de l'amidon, mélangez-le avec de la poudre à canon, mettez-le dans une grenade, faites-la exploser. Y aura-t-il de la fumée ? Il le faut. L'amidon brûle. Il produit de la fumée. Beaucoup de fumée. Mais où trouver de l'amidon ? Les pommes de terre. Les pommes de terre contiennent de l'amidon. Beaucoup d'amidon. Andreï se leva d'un bond. Il sortit en courant de l'abri et courut vers le sergent-major Kulik. Il était assis près du feu en train de réparer sa botte. « Camarade sergent-major !» Kulik leva la tête. « Ce qui s'est passé ?»« J'ai une idée !» s'exclama Andreï, haletant. « Comment arrêter les chars ?» Le contremaître posa sa botte. « Parlez. »« De la fumée. Il faut les aveugler. Créons un écran de fumée. Ils s'arrêteront et on les éliminera. »« Avons-nous des grenades fumigènes ?» demanda calmement Kulik. « Non. »« Mais je vais en faire, avec des pommes de terre. » Le contremaître observa attentivement Andreï, longuement. Puis il dit « Sidorchuk, tu es malade ? À cause des pommes de terre ? Comment ?» Andreï expliqua rapidement. Amidon, combustion, fumée, usine, feu, tout ce dont il se souvenait, ce qu'il comprenait et ce qu'il avait imaginé. Kulik écouta sans l'interrompre. Quand Andreï se tut, il demanda « Êtes-vous sûr que cela fonctionnera ?»« Non, » admit Andreï honnêtement. « Je ne suis pas sûr, mais nous devons essayer. Nous n'avons rien à perdre. » « C'est exact, » acquiesça Kulik. « Il n'y a vraiment rien à perdre. »« Des pommes de terre ?»« Je vais le trouver. Il reste des caves dans le village. Il devrait s'y trouver. » « Où trouverez-vous de la poudre à canon ? » « À partir de cartouches. Ou alors je prends le contenu d'une grenade, je le mélange à de l'amidon et je le remets dedans. » Kulik gloussa. « C'est risqué, ça pourrait exploser entre vos mains. »« Peut-être, » acquiesça Andreï, « ou peut-être que ça marchera. » Le sergent réfléchit, puis il se leva. « D'accord, fais-le, mais discrètement, pour que personne ne te voie. Sinon, ils vont croire que tu es devenu fou. Et j'y réfléchirai, » dit-il en riant. « Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, eh bien, et alors ?
Au moins j'aurais essayé. Merci, camarade sergent. Ne me remerciez pas, mais ne vous emportez pas trop vite. Andreï courut jusqu'au village, Nefedovo, ou plutôt ce qu'il en restait. Des maisons détruites, des cratères d'obus, les carcasses noircies des poêles. Il trouva la cave. Il y descendit. Il faisait sombre. Ça sentait le moisi et l'humidité. Il fouilla dans un coin. Ses mains rencontrèrent quelque chose de dur. Un sac. Des pommes de terre. Congelées, mais entières. J'ai rempli mon sac et je suis retourné au siège de l'entreprise. Il était temps de préparer l'amidon. Vite. Avant le matin. Mais comment ? L'usine avait un processus complexe. Machine, cuve, presse. Il n'y a rien de tout cela ici. Andreï s'assit. Il réfléchit. Il se souvint comment sa mère faisait, à la maison, sans voiture. Râper les pommes de terre, ajouter de l'eau, mélanger, laisser reposer. L'amidon va se déposer au fond. Égoutter l'eau, sécher l'amidon. Simple, primitif, mais ça devrait fonctionner. Andreï a commencé à travailler. Il n'avait pas de râpe. Il a utilisé un couteau. Il a coupé les pommes de terre en fines tranches. Il avait les mains gelées. Les pommes de terre étaient complètement congelées. Ses doigts s'engourdissaient, mais il a continué. 1 heure de travail. 2. 3. J'ai râpé une casserole entière de copeaux de pommes de terre. J'y ai versé de l'eau du flacon et j'ai remué. Cela s'est transformé en un liquide blanc. Je l'ai posé près du poêle de fortune et j'ai attendu. L'amidon devrait se déposer. 1 demi-heure s'est écoulée. Anne. Dépôt blanc au fond du pot. Andreï vida soigneusement l'eau. Il ne restait que de l'amidon, humide, blanc, comme une crème aigre épaisse. Il faut le sécher, mais il n'y a pas le temps. Les réservoirs arriveront demain matin. Ce qu'il faut faire, l'utiliser mouillé ? Risqué. Elle pourrait ne pas s'enflammer. Ou... Andreï prit la grenade. Il dévissa le bouchon inférieur. Il secoua la grenade pour en faire sortir une partie du TNT. Pas la totalité. L'explosion était nécessaire pour disperser l'amidon. J'ai ajouté un peu d'amidon humide, puis je l'ai tassé. J'ai resserré le bouchon. Prêt. La première grenade, pomme de terre. Andreï le tenait entre ses mains et se demandait « Est-ce que ça va marcher ? Ou est-ce de la folie ?» Il n'y a pas eu de réponse. Il ne le découvrira que demain, au combat. Il fabriqua 2 autres grenades. Il utilisa tout l'amidon. 3 grenades, 3 essais. Il n'y avait plus de temps. Le ciel à l'est commença à s'éclaircir. L'aube approche. Des chars d'assaut arrivent bientôt. Andreï s'allongea sur la couchette. Il ferma les yeux. Il essaya de dormir. Impossible. Son cœur battait trop vite. Ses pensées tourbillonnaient. Et si ça ne marche pas ? Et si je me trompe ? Et si c'est tout simplement de la stupidité ? Mais il n'y avait pas d'autre option. Le sergent-major Kulik dit « Réfléchissez ». Il réfléchit. Il eut une idée. Il ne restait plus qu'à la tester. Vivre ou mourir, le matin en décidera. Andreï ouvrit les yeux. Il regarda les 3 grenades alignées sur la couchette. Elles semblaient ordinaires, des F1, citron. À l'intérieur, il y avait une masse blanche de pommes de terre. Des grenades à patates, dit-il d'un ton amer. Ils se moqueront d'eux, si je survis. Il ignorait encore que quelques heures plus tard, ces 3 grenades immobiliseraient 9 chars allemands. Et personne ne rirait. L'aube se levait par la fenêtre de l'abri. Une aube froide et grise, le 22 novembre 1941. Andreï ne dormait pas. Allongé sur sa couchette, il fixait le plafond noirci par la suie de l'abri. 3 grenades gisaient à proximité. Il en prit une, lourde, froide, d'apparence ordinaire. À l'intérieur réside son espoir, ou sa folie. Il se souvint comment cette idée lui était venue. Pas immédiatement, progressivement, comme un puzzle qu'on assemble pièce par pièce. Le premier extrait est une citation du sergent-major Kulik.
Réfléchissez. Il faut faire travailler votre cerveau. Le second problème concerne les chars qui s'arrêtent par manque de visibilité. Andrei en a été témoin il y a une semaine. Un barrage d'artillerie a soulevé tellement de poussière et de fumée que les équipages des chars se sont immobilisés. Ils sont restés là pendant environ 3 minutes, le temps que la visibilité se dégage. Puis, ils ont repris leur route. Ces 3 minutes ont permis aux soldats de se regrouper et de se munir de fusils anti-chars. La troisième image représente un incendie dans une amidonnerie. Fumée blanche, épaisse comme du brouillard. Rien n'est visible à distance de bras. Le quatrième aliment, ce sont les pommes de terre. Il y en a en abondance, dans toutes les caves. On peut en faire de la fécule. C'est une méthode rudimentaire et lente, mais c'est possible. Et le dernier élément est une grenade, explosive. Si vous mélangez de l'amidon avec des explosifs et que vous le faites détonner, l'amidon va se désintégrer, s'enflammer dans l'air et produire de la fumée. Tout s'est éclairci hier soir, en quelques secondes, comme une révélation. Mais il existe un fossé entre l'intuition et la prise de conscience. Andrei se leva, s'habilla, prena 3 grenades, quitta l'abri. L'aube. Froid. -20 probablement. Mon souffle se transformait en vapeur. Il n'y avait pas de neige, l'hiver commençait à peine, le sol nu et gelé. Un épais brouillard recouvrait le champ, blanc, comme autrefois. Les Allemands aimaient attaquer par temps de brouillard. Il était plus difficile pour les artilleurs soviétiques de voir et de viser. Andrei s'approcha de la tranchée. Sa tranchée. La numéro 7. Il l'avait creusée lui-même, 3 jours plus tôt. Il l'avait renforcée avec des rondins. Il avait posé des planches au fond pour que ses pieds ne gèlent pas dans l'argile. Vaska Gromov était déjà assis dans la tranchée. Jeune, 19 ans, originaire de Toula. Il avait rejoint les rangs une semaine auparavant. Encore novice, inexpérimenté, mais appliqué. « Salut, Andriouka » acquiesça Vaska. « Tu n'as pas dormi ?»« Je n'arrivais pas à dormir », dit Andrei en descendant dans la tranchée et en déposant les grenades sur le parapet. Vaska les regarda, puis il regarda Andrei. Il fronça les sourcils. « Ce sont de nouvelles grenades ? Elles ressemblent à des F1 classiques. »« Des ordinaires », répondit brièvement Andrei. Il ne voulait pas s'expliquer. Il ne voulait pas entendre « T'es fou ? Patate ? Sérieusement ?» Il l'entendrait plus tard, si ça marche. Vaska haussa les épaules. Il n'insista pas. Devant, on avait l'habitude de ne pas poser de questions. Chacun avait ses petites manies. Ils attendirent. Le brouillard se dissipa lentement. La visibilité s'améliora. 50 mètres, 70, 100. Le sergent-major Kulik arpentait les tranchées, vérifiant que chacun était à sa place. Il aperçut Andrei et hocha la tête. Il ne dit rien, mais son regard était clair. Je me souviens. Essai. À 7 heures du matin, un rugissement se fit entendre. Des chars. Andrei se raidit et scruta le brouillard. Ombre, en mouvement, grande. « Les voilà », murmura Vaska. « Mon Dieu, combien y en a-t-il » Andrei a compté. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12. 12 chars. La plus grande attaque de ces derniers jours. « Préparez-vous » cria le capitaine Malichev depuis la gauche. « Approchez-vous à moins de 30 mètres. Feu seulement sur ordre. » Les chars avançaient lentement, en formation serrée. Des Panzer III et des Panzer IV, gris, anguleux, ornés de croix noires. Leurs chenilles grinçaient, leurs moteurs rugissaient. Le sol tremblait. 30 hommes contre 12 chars. Le calcul est simple. Mortel. Andrei ramassa la première grenade, celle qu'il avait fabriquée en premier. Il la serra fermement dans sa main. De l'autre main, il chercha la mèche. Les chars approchaient. 100 mètres. 80. 60. Vaska, à côté de lui, respirait vite et avec difficulté. Il tenait le fusil, mais ses mains tremblaient.
Un fusil face à un char, c'était comme cracher sur un ouragan. « Calme-toi, Vasia, dit doucement Andrei. Tiens bon. » Facile à dire, croissa Vaska. C'est la première fois que j'en vois autant. 50 mètres. 40. Au feu! Cria Malichev. Le fusil anti-char ouvrit le feu. Pan, pan, pan! Les balles traçantes dessinèrent des lignes rouges. Elles touchèrent le blindage. Étincelles, ricochet, ricochet, ricochet. Les chars n'ont pas cessé de fonctionner. 30 mètres. Andrei s'éleva au-dessus du parapet. Il dégoupilla la grenade. Il frappa. Il lança la grenade. Elle a volé en tournoyant. Elle a atterri devant le char, à environ 5 mètres de distance. Explosion. Mais ce n'était pas ordinaire. L'explosion était différente, plus faible, avec un nuage blanc. Et une fumée épaisse s'échappa du nuage. Blanche, épaisse, comme du lait, comme du brouillard, mais en plus dense. Le char a pénétré dans un nuage de fumée et s'est immobilisé, brusquement, comme si on s'était figé sur place. Le moteur vrombit, les chenilles grincent sur place, mais le train n'avance pas. Andrei se figea. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait lui sortir de la poitrine. Ça a marché. Ça a marché. « Vaska !» cria-t-il. « Donne-moi le deuxième !» Il s'empara d'une deuxième grenade et la lança sur un autre char. Celui-ci se déplaçait vers la droite, à une vingtaine de mètres de là. Explosion. Fumée blanche. Nuage. Le char s'est arrêté. Troisième grenade. Dans le troisième char. Explosion. Fumée. Arrêté. 3 chars sont à l'arrêt. Aveugles. Leur moteur vrombit, mais les véhicules ne bougent pas. Les conducteurs ne voient pas où aller. Ils craignent de s'écraser dans un cratère et de se renverser. « Lance-grenade !» hurla le sergent-major Kulik. « Attaquez ceux qui sont debout, frappez-les pendant qu'ils sont debout. » 2 silhouettes émergèrent des tranchées voisines. Elles se précipitèrent en avant. Elles rampèrent jusqu'au char gelé. Elles jetèrent des paquets de grenades sous les chenilles. Explosion. 1, 2. 2 chars se sont immobilisés. Leurs chenilles étaient détruites. L'équipage du 3e char, enveloppé de fumée, commença à émerger. 4 hommes en salopette noire. Ils toussaient, agitaient les bras, essayant de dissiper la fumée. La mitrailleuse fit feu. Une courte rafale. Tous les 4 tombèrent. Les chars restants, voyant que les 3 véhicules s'étaient arrêtés, ralentirent. Ils firent demi-tour et commencèrent à battre en retraite. N'a pas percé. Pour la première fois en 1 semaine, nous n'avons pas réussi à passer. Un silence assourdissant. Après le rugissement des moteurs et les explosions, cela paraissait anormal. Vaska regarda Andrei. Ses yeux étaient grands ouverts, sa bouche était ouverte. « Toi, qu'as-tu fait ?» souffla-t-il. « D'où venait la fumée ?» Andrei resta silencieux. Il regarda les 3 chars fumants. 2 étaient détruits. Le 3e était là, immobile, son équipage mort. Ses mains tremblaient, ses jambes flageolaient. Il s'assit au fond de la tranchée. Il s'appuya contre la paroi d'argile. Ça a marché. Amidon de pommes de terre, mélangé à des explosifs, produisit une épaisse fumée blanche, aveugla les équipages des chars, stoppa l'attaque. « Sidorchuk !» fit la voix du sergent-major Kulik. Andrei leva la tête. Kulik se tenait au-dessus de la tranchée. Son visage était grave, mais on pouvait lire dans ses yeux une sorte de respect. « Levez-vous, le capitaine vous appelle. » Andrei sortit de la tranchée et suivit le sergent-major. Le capitaine Malichev se tenait près de l'abri. Plusieurs soldats se tenaient à proximité. Tous les regards étaient tournés vers Andrei. « Soldats de l'armée rouge Sidorchuk, » dit le capitaine. « Expliquez-nous ce qui vient de se passer. D'où vient cette fumée ?»« Nous n'avons pas de grenades fumigènes. » Andrei déglutit. Il avait la gorge sèche. « Camarade capitaine, je les ai fabriquées moi-même. »« Toi-même ? De quoi ?»« À base de pommes de terre. » Il y eut un silence. Le capitaine cligna des yeux. Il demanda de nouveau «
À base de pommes de terre? Exactement. C'est fait à base de fécule de pommes de terre. Ça dégage une épaisse fumée en brûlant. J'en ai rempli les grenades. Je les ai fait exploser. La fécule s'est dispersée, a pris feu et a produit de la fumée. L'un des combattants laissa échapper un petit rire. Un autre se fit tournoyer un doigt sur la tempe. Mais le capitaine leva la main. Un silence général s'installa. « Montrez-moi », ordonna-t-il. André sortit une pomme de terre de sa poche, la toute dernière. Il la tendit au capitaine. « On fabrique de l'amidon avec ça. Râpez-le, ajoutez de l'eau, laissez reposer, puis séchez-le. Vous pouvez aussi l'utiliser humide, ça marche aussi. Mélangez-le avec de la poudre à canon ou du TNT. Remplissez une grenade avec ce mélange, faites-la exploser. » Malichev prit une pomme de terre. Il la retourna entre ses mains. Il regarda Andreï, longtemps, d'un air scrutateur. « Combien de ces grenades pouvez-vous fabriquer ? Ça dépend du nombre de pommes de terre qu'on trouve et du nombre de grenades que vous nous donnez. Une pomme de terre équivaut à peu près à une grenade, peut-être 1,5 si c'est une grosse. Combien de temps faut-il pour le fabriquer ? Si vous êtes rapide, environ 4 heures pour un lot de 10. Peut-être plus rapide si nous travaillons à 2 ou 3. Le capitaine hocha la tête et se tourna vers le maître Kulik. « Camarade sergent-major, affectez 3 soldats à Sidorchuk. Trouvez toutes les pommes de terre du village. Apportez-les-moi. Donnez-lui 30 grenades, qu'il se débrouille avec ses pommes de terre. Je veux en voir au moins 20 prêtes ce soir. »« Oui, camarade capitaine. » Malichev regarda Andreï. « Si ça marche à nouveau, je te proposerai pour un prix. Sinon, bravo pour avoir essayé. Tu es libre de partir. » Andreï salua. Il se retourna et se dirigea vers l'abri des joueurs. Le sergent-major Kulik le rattrapa et posa la main sur son épaule. « Alors, génie de la pomme de terre ?» lança-t-il en riant. « Tu as vu comment ils m'ont regardé ? Ils pensaient que j'étais fou. Et puis ils ont vu les résultats, et ils se sont tus. » « Je n'y croyais pas moi-même, » a admis Andreï. « Mais j'ai essayé, c'est le plus important. J'y ai réfléchi et puis je l'ai fait. Je ne me suis pas plaint, je n'ai pas attendu que quelqu'un d'autre résolve le problème. Je l'ai résolu moi-même. » Ils atteignirent l'abri. Kulik s'arrêta. « Écoutez-moi attentivement, Sidorchuk. Ce que vous avez imaginé n'est pas qu'un simple tour de passe-passe. Cela pourrait sauver des vies. Beaucoup de vies. Quand les chars s'arrêtent, cela signifie que nous gagnons du temps. Du temps pour viser, du temps pour ramper, du temps pour frapper. Vous comprenez ? Andreï acquiesça. « Alors travaillez vite, faites le maximum. Je vous trouverai de l'aide et nous trouverons des pommes de terre. » Il y avait 30 maisons à Nefedovo. Chacune avait une cave. Chaque cave contenait des pommes de terre, assez pour faire 100 grenades. « 100 » siffla Andreï. « C'est beaucoup de travail. » « Au travail, » lui dit Kulik en lui tapotant l'épaule. « Tu as déjà prouvé que tu en étais capable. Maintenant, montre-moi que tu peux faire mieux. » À midi, Andreï avait transformé l'abri en atelier. Les bénévoles ont apporté des pommes de terre. Beaucoup. 3 sacs. Environ 50 kilos probablement. Ils ont aussi apporté des râpes. Ils en ont trouvé dans des maisons détruites. Des casseroles, des couteaux, des chiffons à essorer. Andreï a organisé une chaîne de production, comme dans une usine. Le premier combattant, Petka Samoilov, un garçon maigre de Ryazan, coupait des pommes de terre au couteau, rapidement et avec dextérité. Ses mains étaient expertes. Il avait grandi dans le village et maniait les couteaux depuis son enfance. Le second, Kolka Joukov, à ne pas confondre avec Joukov, le défunt homonyme, râpait des pommes de terre. C'était un travail pénible, ses bras étaient fatigués, mais Kolka ne se plaignait pas. En silence, il râpait, râpait, râpait. Le troisième, Mishka Vorobiov, un Sibérien petit et trapu, versait de l'eau sur des pommes de terre râpées dans des casseroles, les remuait et les laissait reposer. André égoutta l'eau, en pressa l'amidon à travers un chiffon et le fourra dans les grenades. Le travail avançait lentement. La première grenade fut fabriquée en 20 minutes, beaucoup trop long. « Il faut faire vite, dit Andreï. Procédons comme ceci.
Petka et Kolka râperont ensemble. Mishka versera et mélangera la préparation dans 3 pots à la fois. Je presserai et farcirai. On fera tout en même temps, pas un pot à la fois. Nous nous sommes regroupés, ça a été plus rapide. La 2e grenade a été fabriquée en 15 minutes, la 3e en 12, la 4e en 10. On a fini par comprendre. À 2h de l'après-midi, 10 grenades étaient prêtes, par 80. À 6h du soir, 32. Ils avaient mal au bras, ils avaient mal au dos, leurs yeux étaient cernés par la fatigue. Mais ils travaillaient. Le capitaine Malichev est entré 2 fois. Il a regardé, il a hoché la tête, il est reparti. Le sergent-major Koulik a apporté du pain et des conserves. « Mangez, ne tombez pas !» Ils mangèrent rapidement, mâchant à peine. Ils firent passer le tout avec du thé froid. Et puis, retour au travail. À 20h du soir, 40 grenades. André se redressa. Il étira son dos. Il regarda ses camarades. « Ça suffit pour aujourd'hui. On est tous fatigués. Merci à vous tous. Je n'aurais pas pu y arriver sans vous. » Petka fit un signe de la main. « Allons, si ces choses fonctionnent vraiment, ça vaut le coup. » « Il travaille, » a déclaré Andrei avec assurance. « Je l'ai vu. » Cette nuit-là, il ne put dormir, encore une fois. Mais cette fois, ce n'était pas par peur, par excitation. À cause du tourbillon de pensées qui se bousculait dans sa tête. 40 grenades. Ce n'est pas suffisant. Il nous en faut plus. Beaucoup plus. Si 12 chars reviennent demain, 40 ne suffiront pas. Il nous en faut 60, 80, 100. Et les pommes de terre vont manquer. 3 sacs ont déjà été utilisés. Il n'en reste presque plus un. Mais il y a d'autres villages, aux alentours, dans un rayon de 3 à 5 kilomètres. Détruits, vides. Mais les caves ont peut-être survécu. Il y a peut-être encore des pommes de terre. Nous devons envoyer une reconnaissance. Trouver, ramener. Une dernière chose. Vous pouvez conserver la fécule à l'avance. Préparez-en une grande quantité, séchez-la et conservez-la. Vous pourrez ensuite farcir les grenades au fur et à mesure. C'est plus rapide ainsi. Le matin, Andrei a fait part de ses idées au sergent-major Kulik. Il écouta et réfléchit. La reconnaissance est la chose à faire. J'en enverrai 2. Ils exploreront les villages environnants. S'ils trouvent des pommes de terre, ils les rapporteront. Que pouvez-vous dire de l'amidon ? C'est ça, prépare-le. Fais-le sécher sur le poêle. Notre abri est chaud, le poêle est allumé. Étale-le sur des plaques de cuisson et il séchera toute la nuit. On a retrouvé les plaques de cuisson là, dans les maisons détruites. Vieilles, rouillées, mais intactes. Andrei a mis au point un nouveau procédé. Produire l'amidon par l'eau, le sécher, le stocker dans des sachets et remplir rapidement les grenades, à la demande. Le soir du 23 novembre, les réserves d'amidon sec s'élevaient à 2 kg, soit de quoi fabriquer une 50aine de grenades. Plus 40 grenades prêtes à l'emploi depuis hier. Au total, il existe un potentiel de 90 grenades fumigènes. Mais le 23, les chars ne sont pas arrivés. Silence. Mauvais présage. Les services de renseignement signalaient que les Allemands se regroupaient. Ils amassaient des forces. Ils préparaient une attaque majeure. Demain, a déclaré le capitaine Malichev lors de la réunion du soir. Ou après-demain, mais bientôt. Et ce sera grave. André continua à travailler. Avec ses assistants, il fabriquait de l'amidon et remplissait des grenades. Les stocks augmentèrent. 60 grenades prêtes à l'emploi. 70, 80. Et c'est là que le premier obstacle est apparu. Le soir du 23, l'officier politique de la compagnie, le lieutenant Vlasov, entra dans l'abri. Grand, mince, le regard glacial. Les soldats ne l'appréciaient guère. Un formaliste, un scribe. Tout était conforme au règlement, pas un seul écart. « Sidorchuk, soldat de l'armée rouge, dit-il, que fais-tu ici ?» Andrei se leva et s'étira. « Je fabrique des grenades fumigènes, camarade lieutenant. »« Sur ordre de qui ?»« Par ordre du commandant de compagnie, camarade capitaine Malichev. »« Montrez-moi ces grenades. » Andrei le montra. Vlasov en prit un, dévissa le bouchon, le renifla, grimaça. « Qu'est-ce que c'est ? Ça sent... la pomme de terre ?
De la fécule de pomme de terre, camarade lieutenant. Elle produit une épaisse fumée lorsqu'elle explose. Qui vous a autorisé à modifier votre arme de service ? André était perplexe. Il ne s'attendait pas à une telle question. Je ne modifie rien. J'utilise des moyens improvisés pour créer un écran de fumée. Ce sont des munitions artisanales, a rétorqué Vlasov. Leur utilisation n'est pas réglementée. Elles n'ont pas été testées, elles ne sont pas certifiées. Comprenez-vous qu'elles pourraient exploser prématurément ou ne pas exploser du tout ? J'en ai testé 3 au combat, ils ont tous fonctionné. 3, ce n'est pas une statistique. Il faut au moins 50 essais contrôlés, avec un protocole, avec un rapport, avec les conclusions d'une commission. André garda le silence. Que pouvait-il dire ? Il n'y a pas de temps pour les commissions et les protocoles au front. J'interdis toute production ultérieure de ces produits, dit Vlasov en remettant la grenade en place, jusqu'à réception de l'autorisation officielle du commandement supérieur. Compris ? Mais, camarade lieutenant-colonel, il travaille. J'ai arrêté 3 chars. Vous avez en froid le règlement, c'est l'essentiel. Que les mesures fonctionnent ou non n'a aucune importance. Le règlement est primordial. Il se retourna et sortit. Andrei resta figé, abasourdi. Petka, Kolka et Mishka le regardèrent, perplexes. « Il est fou !» souffla Petka. « On se tue tous à la tâche et lui, il nous parle de réglementation ?» « Un rédacteur de paragraphe, » cracha Kolka. « Il n'aime pas les gens comme ça en première ligne. »« Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda Mishka. André serra les poings. La colère bouillonnait en lui. Mais il garda son sang-froid. « Nous allons travailler, discrètement. S'il ne le sait pas, il ne nous en empêchera pas. » « Et s'il le découvre ? » « Un tribunal, » dit André d'un ton sombre, « pour avoir désobéi aux ordres de l'officier politique. Mais qu'importe, la vie des soldats est plus importante que le règlement. » Ils continuèrent à travailler, silencieusement, rapidement, sans bruit inutile. À la tombée de la nuit, le stock avait atteint 100 grenades. Mais le matin du 24, un deuxième obstacle survint. Nous n'avons plus de pommes de terre. Complètement. Le dernier sac fut vidé pendant la nuit. Les éclaireurs revinrent bredouille, les caves des villages voisins avaient été bombardées, les pommes de terre avaient pourri ou avaient été pillées. J'ai 1 kilo d'amidon en stock. C'est assez pour faire 25 grenades. Plus une centaine de grenades déjà prêtes. 125 grenades fumigènes. Est-ce beaucoup ou pas assez ? Si 10 chars arrivent, c'est suffisant. Si 20, ce n'est pas suffisant. Si 50, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Nous devons chercher d'autres sources d'amidon, a déclaré Andrei au sergent-major Kulik. Lequel ? N'importe lequel. L'amidon ne se trouve pas seulement dans les pommes de terre. On en trouve aussi dans les céréales, dans le maïs, dans les pois. Où trouvera-t-on du maïs en hiver ? Kulik sourit tristement. De la farine, dit soudain Andrei. De la farine ordinaire. Elle contient aussi de l'amidon. Pas pur, mais il y en a. Nous n'avons pas de farine, le pain est livré tout près. Et dans les villages, les gens faisaient du pain, il y avait donc de la farine. Dans des sacs, dans des jarres, stockés quelque part. Kulik y réfléchit. On peut essayer, j'enverrai des soldats, qu'ils regardent. Ils l'ont trouvé le soir même. 2 sacs de farine, 10 kilos chacun, dans la cave d'une des maisons. La farine était humide et agglomérée, mais utilisable. Andrei a essayé de fabriquer de l'amidon à partir de farine. Le procédé est le même, ajouter de l'eau, remuer, laisser reposer, égoutter et sécher. Ça a marché. Pas aussi pur que la poudre de pomme de terre, mais ça a marché. Une poudre blanc grisâtre. En brûlant, elle a produit de la fumée. Pas tout à fait aussi blanche, plus grisâtre, mais épaisse. Ça va marcher. Ça devrait marcher. Dans la nuit du 24, les stocks s'élevaient à 140 grenades. Andrei se coucha avec un sentiment d'accomplissement, mais aussi d'inquiétude. Quand les chars arriveraient-ils ? Combien y en aurait-il ? Y aurait-il assez de grenades ? La réponse arriva le matin du 25. Les chars sont arrivés à l'aube. Ni à midi, ni à 20. 38.
38 chars allemands ont avancé sur un large front, des Panzer III, des Panzer IV et plusieurs canons d'assaut Stug III. Il s'agissait d'un assaut général, la dernière tentative des Allemands pour percer jusqu'à Moscou avant l'hiver. « Tout le monde, préparez-vous !» cria le capitaine Malichev. « Distribuez des grenades fumigènes dans toutes les tranchées, 5 par soldat !» Le sergent-major Kulik et ses adjoints distribuèrent rapidement les grenades. 140 grenades pour 28 soldats. C'était le nombre restant après les pertes. 5 grenades chacun. Andreï se tenait dans sa tranchée. Vaska Gromov et 2 autres soldats se tenaient à proximité. Chacun avait 5 grenades à base de pommes de terre. « Écoutez bien !» cria Malichev par-dessus le rugissement des moteurs des chars. « Grenades fumigènes, c'est notre chance. Lancez-les devant les chars. Créez un écran. Les chars s'arrêtent, les lance-grenades les touchent. Compris ? Il est clair !» Les chars avançaient. 38 monstres de fer. Le sol tremblait sous leurs chenilles. L'air vibrait du rugissement de leurs moteurs. 200 mètres. 150. 100. « Grenade fumigène prête !» cria Malichev. Andreï prit la première grenade et murmura d'une voix sèche « Seigneur, fais que cela fonctionne. Fais que cela fonctionne. » 50 mètres. « Feu !» Des dizaines de mains se levèrent. Des dizaines de grenades volèrent dans les airs. Des explosions, l'une après l'autre. Boum, 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 boum. Et un mur de fumée s'éleva au-dessus du champ. Blanc, gris, dense, comme du brouillard, comme du lait, comme un rideau. Les chars y ont pénétré, et ils ont disparu. Le grondement des moteurs persistait, mais le mouvement s'arrêta. Les chars s'arrêtèrent, tous. Car les équipages étaient aveuglés. Ils ne voyaient plus rien. Ils avaient peur d'avancer. Ils avaient peur de se renverser, de s'écraser dans un cratère, de rouler sur une mine. « Lance-grenade !» hurla Kulik. « En avant, frappez ceux qui sont debout !» 4 silhouettes émergèrent des tranchées. Elles se précipitèrent dans l'écran de fumée et y disparurent. Les secondes s'étiraient comme des heures. Puis, des explosions. À l'intérieur du mur de fumée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La fumée commença à se dissiper. Le vent l'emporta. Des chars étaient stationnés dans le champ. 6 d'entre eux étaient immobiles, leurs chenilles brisées. 2 crachaient une épaisse fumée. Ils étaient en feu. Les autres commencèrent à faire demi-tour, à battre en retraite, à rebrousser chemin. L'attaque a été déjouée. 38 chars arrivèrent. 6 furent détruits. Les autres battirent en retraite. La ligne a tenu bon. Le silence régnait dans les tranchées. Les soldats contemplaient le champ de bataille fumant. Ils n'arrivaient pas à y croire. Ils avaient tenu bon. Contre 38 chars. Puis quelqu'un a crié « Hurrah !» D'autres l'ont également remarqué. « Hurrah, hurrah, hurrah !» André était assis au fond de la tranchée. Ses mains tremblaient. Ses jambes flageolaient. Il se couvrait le visage de ses paumes. Ses épaules tremblaient. Il pleura. De soulagement, de joie, de fatigue. Ça a marché. Ces grenades artisanales ont fonctionné. Elles ont immobilisé 38 chars. Elles ont sauvé la vie de leurs camarades. Vaska Gromov s'assit à côté de lui et passa son bras autour des épaules d'André. « Andriouka, tu es un héros, mon frère. Un vrai héros. » André secoua la tête. « Je ne suis pas un héros. J'y ai juste réfléchi. Et je l'ai fait. »« C'est de l'héroïsme, » dit Vaska d'une voix calme. « Réfléchir, quand les autres abandonnent. » En fin d'après-midi, l'instructeur politique Vlasov arriva au banc de touche. Son visage était sombre. « Sidorchuk, soldat de l'armée rouge. » Andreï se leva. Il se préparait au pire. Tribunal, exécution. Pour avoir désobéi aux ordres de l'officier politique. Mais Vlasov a dit autre chose. « J'ai eu tort. Les règlements sont importants. »
Mais la vie des soldats est plus importante. Vos grenades ont sauvé la compagnie. Je vous présente mes excuses. Il tendit la main. Andreï la secouait, silencieusement. Vlasov hocha la tête. Il se retourna et partit. Le sergent-major Kulik, qui se tenait dans le coin, sourit. « Waouh, le responsable politique s'est excusé? C'est la première fois que je vois ça. » Ce soir-là, Andreï sortit de l'abri. Il regarda les étoiles, brillantes, froides, lointaines. Là-bas, à 400 km de là, à Gomel, sa mère contemple ces mêmes étoiles. Elle pense à lui. Elle prie pour son retour vivant. « Je suis vivant, maman, murmura-t-il, tant que je suis en vie, et les autres aussi, grâce aux pommes de terre. » Il a ri. Des pommes de terre. Qui aurait cru qu'une simple pomme de terre pouvait arrêter des chars d'assaut? Mais la guerre est étrange. Ici, tout peut sauver ou tuer. Un morceau de fer, une poignée d'amidon, une bonne idée au bon moment. André retourna au banc des joueurs. Il s'allongea sur sa couchette, il ferma les yeux. Il y aura une autre bataille demain, ou après-demain. La guerre n'est pas finie. Mais aujourd'hui, ils ont tenu bon. Et c'est ce qui compte. Le matin du 26 novembre était glacial, moins 25 degrés. Notre souffle se transformait en givre sur nos barbes. L'eau de nos gourdes gelait. Nos doigts étaient engourdis, même dans nos moufles. André se tenait à son poste. Il scruta l'horizon gris. Silence. Un silence suspect. Les Allemands n'ont pas attaqué depuis 2 jours. Après la destruction de 38 chars, ils ont battu en retraite. Se laisse-t-il aller à la désolation ou prépare-t-il une nouvelle offensive? À 10 heures du matin, l'ordre arriva. Le capitaine Malichev rassembla toute la compagnie. 28 hommes. C'était tout ce qui restait des 119. « Camarades soldats, dit le capitaine, nous avons reçu des ordres du commandement de division. Des renforts arrivent. Une compagnie de relève, 120 hommes, plus 3 canons anti-chars est en route. Ils seront là ce soir. » Un soupir de soulagement. Des renforts, enfin. « Mais ce n'est pas tout, poursuivit Malichev. L'ordre a été donné de constituer un stock de grenades fumigènes Sidorchuk. 300. Pour 3 jours. Soldats de l'armée rouge, Sidorchuk, en avant. Andreï est hors service. On vous assigne un abri séparé pour un atelier, 10 assistants, tout l'équipement et les matériaux nécessaires. La tâche consiste à approvisionner toute la division en grenades fumigènes. Comprenez-vous la mission? Oui, monsieur, camarade capitaine. Au travail. Pendant les 3 jours suivants, Andreï ne quitta pas l'atelier. Il travaillait par roulement, 10 personnes par équipe, 24 heures sur 24. On fit venir des pommes de terre de toute la région. Ils trouvèrent un entrepôt de farine dans un village voisin et y déversèrent 2 quintaux de farine, de quoi tenir 6 mois. Le processus a été perfectionné au point d'être automatisé. C'est comme une chaîne de montage, exactement comme dans une usine. Une équipe râpe les pommes de terre, une autre les fait tremper dans l'eau et les laisse reposer. Une 3e en extrait l'amidon et le sèche. Une 4e fabrique des grenades. Au cours des premières 24 heures, nous avons fabriqué 110 grenades. Les suivantes, 130. Les suivantes, 140. Total 380. Plus que nécessaire. Mais Andreï ne s'arrêta pas. Il continua à faire des réserves. Au cas où. Le 29 novembre, les Allemands tentèrent une dernière fois de percer les lignes ennemies. À l'aube. Brouillard. Comme toujours. Les chars arrivaient de 3 directions. 22 de l'ouest, 15 du nord-ouest, 18 du sud-ouest. 55 chars. Plus de l'infanterie. 3 bataillons. C'était un coup de désespoir. Hitler exigea que Moscou soit prise avant le 1er décembre. Le temps pressait. Mais à présent, les positions soviétiques étaient prêtes. 148 combattants, 3 canons anti-chars et 380 grenades fumigènes. « À vos postes !» cria Malichev. « Cartouches fumigènes prêtes !» Les chars se mirent en mouvement. Rugissement. Clac. La terre trembla. 100 mètres, 50,
30. Du feu avec de la fumée! 100 mains se levèrent, 100 grenades volèrent, explosion, et un mur de fumée s'éleva au-dessus du champ. Dense, blanche, impénétrable. Les chars s'arrêtèrent, tous. 55 véhicules restèrent immobilisés sur place. « Des armes !» hurla Malichev. « Feu !» 3 canons anti-chars ont tiré, tir direct, à bout portant. Boum, boum, boum. 3 chars ont pris feu, touchés de plein fouet. « Lance-grenades, en avant !» Des dizaines de soldats ont bondi hors des tranchées. Ils ont couru vers les chars. Ils ont jeté des paquets de grenades sous les chenilles, sous les tourelles et par les meurtrières. Des explosions, l'une après l'autre. La fumée s'est dissipée. 11 chars étaient en flammes sur le champ de bataille. 7 autres gisaient là, leurs chenilles détruites. Les autres firent demi-tour et partirent. L'infanterie, privée de soutien de chars, se coucha et tenta d'attaquer. Mais les mitrailleuses soviétiques fauchèrent la première vague. La seconde ne vint pas. À midi, les Allemands avaient battu en retraite. Définitivement. Ils n'ont pas attaqué de nouveau, ni ce jour-là, ni le lendemain, ni une semaine plus tard. L'offensive sur Moscou est au point mort, ici, sur cette ligne, à 40 km de la capitale. Le soir du 30 novembre, le capitaine Malichev a lu l'ordre du commandement de la division. Pour le courage et l'héroïsme dont il a fait preuve lors de la défense de l'autoroute de Volokolamsk, ainsi que pour la mise au point et la mise en œuvre d'un moyen efficace de lutte contre les chars ennemis, le soldat de l'armée rouge Andrei Petrovitch Sidorchuk est proposé pour l'attribution de la médaille pour le courage. Entre le 22 et le 30 novembre 1941, les grenades fumigènes Sidorchuk ont immobilisé 47 chars allemands, dont 23 ont été détruits. L'entreprise a accueilli cette nouvelle par des applaudissements. Andrei, rouge de honte, restait là, sans savoir quoi faire. Le sergent-major Kulik s'est approché et m'a serré fort dans ses bras. « Bravo Sidorchuk, tu as un esprit brillant. Tout le monde n'est pas capable de trouver une idée pareille dans un moment critique. » « Vous l'avez dit vous-même, camarade sergent-major, » sourit Andrei. « Réfléchissez, il faut que votre tête fonctionne. » « Je te l'avais dit, et tu m'as écouté. C'est rare. » Ce soir-là, Andrei écrivit une lettre à sa mère, la première en 3 semaines. « Maman, je suis vivant, en bonne santé. On se bat, on tient bon. Les Allemands n'ont pas atteint Moscou. Ils n'y arriveront pas. On les a arrêtés. Avec tout ce qu'on avait. Même des pommes de terre. C'est une longue histoire, je te la raconterai à mon retour. Prends soin de toi. Ton Andrei. » Il ferma l'enveloppe et la remit au messager. La lettre partirait le lendemain dans une voiture de passage. Reviendra-t-il? La mère est-elle vivante? Gomel est-il occupé? Andrei ne savait pas. Il ne pouvait pas savoir. Mais il écrivait. Parce que c'était un lien avec sa maison, avec une vie passée, avec l'espoir d'un avenir meilleur. Il s'allongea sur la couchette et regarda le plafond de l'abri. 23 chars, 47 immobilisés. Combien de vies sauvées? Des centaines, peut-être plus. Tout cela grâce à une seule idée, une intuition, et à cette obstination que mon père qualifiait d'ânesse. Andrei a ri doucement. Merci papa pour ton entêtement, et merci maman pour ta foi. Il ferma les yeux. Et pour la première fois depuis 1 mois, il dormit paisiblement. Sans cauchemar, sans peur. Le combat est terminé. Pour l'instant, c'est terminé. Mais ce ne fut pas le dernier test des grenades patates. Le 1er décembre 1941, la neige tomba. La première vraie neige de l'hiver. De gros flocons tombèrent d'un ciel gris, recouvrant le sol d'un manteau blanc. Andrei se tenait à l'entrée de l'abri. Il regardait la neige remplir les cratères d'obus, recouvrant les restes calcinés des chars allemands. Comme si la nature enfouissait les traces de la guerre. « Sidorchuk !» cria le sergent-major Kulik. « Au capitaine, vite !» Andrei courut jusqu'à l'abri du commandant. Il y faisait chaud. Le poêle était allumé.
Le capitaine Malichev et un autre officier étaient assis à la table. Un inconnu, un commandant. Sur leurs épaulettes figurait l'insigne du quartier général de la division. « Soldat de l'armée rouge Sidorchuk », présenta le capitaine. « Voici le major Beliaev, chef du département technique de la division. Il est venu spécialement pour vous voir. » Andreï se mit au garde à vous et salua. Le commandant se leva. Il fit le tour de la table. Il observa attentivement Andreï. Puis il lui tendit la main. « Enchanté, soldat. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vos grenades fumigènes ont impressionné le commandement. » Ils se sont serrés la main. « Asseyez-vous, » dit le major en désignant le tabouret d'un signe de tête. « Parlons-en. » Andreï s'assit. Le major retourna à la table. Il prit des feuilles de papier sur sa tablette. Le rapport du capitaine Malichev sur vos grenades est parvenu au quartier général de l'armée. Ils étaient intéressés. Ils ont demandé une description détaillée, la technologie de fabrication et les résultats de leur utilisation. Il a étalé les feuilles de papier sur la table. Voici les informations dont nous disposons. Durant les 8 jours de combat, du 22 au 30 novembre, il y a eu 3 attaques de chars dans votre secteur. Le nombre total de chars ennemis s'élevait à 105. 23 ont été détruits, 47 ont été stoppés et contraints de battre en retraite. Les pertes de la compagnie s'élèvent à 18 tués et 27 blessés. Ces chiffres sont-ils exacts ? Oui, monsieur, camarade major. Avant l'utilisation des grenades fumigènes, votre compagnie perdait en moyenne 10 hommes par attaque de chars. Elle détruisait en moyenne 1 ou 2 chars. Après leur utilisation, les pertes ont chuté à 6 hommes par attaque. Le nombre de chars détruits est passé à 7 ou 8. Est-ce exact ? C'est exact, camarade major. Le major acquiesça. Le commandement estime que votre méthode devrait être étendue à l'ensemble de l'armée. Toutes les unités d'infanterie défendant le secteur de Moscou devraient recevoir des instructions sur la fabrication et l'utilisation des grenades fumigènes. Il sortit une autre feuille. Voici un projet d'instruction. Je l'ai rédigé d'après le rapport du capitaine. Lisez-le. Dites-moi, est-ce correct ? André prit la feuille de papier. Il la lut lentement, les lèvres tremblantes. Le texte était sec, d'un ton militaire, mais clair. Instruction pour la fabrication et l'utilisation de grenades fumigènes par des moyens impossibles. 1. Matière première. Pommes de terre ou farine de blé, grenade F1 ou RGD-33, eau, conteneur de décantation. Deuxièmement, pour faire de l'amidon, râpez les pommes de terre ou coupez-les en fines tranches. Ajoutez de l'eau dans une proportion d'1 part de pommes de terre pour 3 parts de pommes de terre, mélangez, laissez reposer 3 à 4 heures, égouttez l'eau, le dépôt obtenu est de l'amidon. Séchez-le à l'air libre ou dans un endroit chaud. Troisièmement, le processus de remplissage de la grenade. Retirez la moitié de l'explosif. Remplissez l'espace vide avec de l'amidon. Tassez-le fermement. Vissez la mèche. Quatrième, application. Lancez des grenades fumigènes à 20 ou 30 mètres devant les chars qui approchent. L'explosion crée un écran de fumée dense. Les chars perdent la visibilité et s'immobilisent. Une fois immobilisés, attaquez-les avec des lance-grenades et de l'artillerie. 5. Consigne de sécurité. Faites preuve de prudence lors du retrait de l'explosif. Tenez-vous à l'écart des flammes nues. Stockez les grenades usagées dans un endroit frais et sec. André leva la tête. Tout cela est exact, camarade major. Seul le point 2 gagnerait à préciser que si l'amidon n'est pas sec, on peut l'utiliser humide. Il suffit de le tasser davantage. D'accord, a noté le commandant. D'autres commentaires ? Au point 4, il est préférable d'indiquer une distance de lancer de 15 à 20 mètres. Plus près, c'est plus efficace. La fumée est plus dense. Compris, je vais le noter. Le commandant remit les feuilles de papier dans son bloc-notes et regarda Andreï. Dis-moi franchement, soldat, comment t'es venue cette idée ? D'où t'es venue cette idée ? Andreï haussa les épaules. J'ai travaillé dans une usine d'amidon. J'ai vu de l'amidon brûler. Cela produit beaucoup de fumée. Alors je me suis dit, et si je l'utilisais contre les chars d'assaut ? Je réfléchissais juste, j'y pensais justement,
acquiesça Andrei. Le sergent a dit que le cerveau devait fonctionner. Et il a fonctionné. Le major a ri sous cape. Elle a fait du bon travail. Nous avons besoin de plus de personnes comme elle. Ce ne sont pas seulement les mitrailleuses et les chars qui gagnent les guerres. L'intelligence aussi. Il se leva. Merci, soldats. Les instructions seront imprimées demain. D'ici une semaine, elles seront distribuées dans toutes les unités au front. Votre nom y figurera comme inventeur de la méthode. Pas besoin de nom, camarade major, dit rapidement Andrei. L'essentiel, c'est que ça marche, que ça sauve des vies. Le commandant hocha la tête respectueusement. Modeste, c'est exact, mais nous mentionnerons tout de même le nom, pour mémoire. Une semaine plus tard, l'instruction parut effectivement dans toutes les unités du front occidental. Elle était intitulée « Instruction temporaire pour la fabrication de grenades fumigènes selon la méthode du soldat de l'armée rouge Sidorchuk ». Andrei fut convoqué au quartier général de la division. On lui demanda d'animer 2 séances d'entraînement avec des soldats d'autres compagnies, de leur démontrer le processus de fabrication et d'en expliquer les subtilités. Il donnait des cours à contre-cœur. Il n'aimait pas parler en public, mais les ordres sont les ordres. Il parlait d'un ton sec et direct. Il illustrait chaque étape et répondait aux questions. Les soldats écoutaient attentivement. Ils prenaient des notes. Certains essayaient eux-mêmes, sur place, sous la supervision d'Andrei. Fin décembre, 20 divisions d'infanterie sur le front occidental produisaient des grenades fumigènes. Personne n'en tenait de compte précis, mais on estime leur nombre à plusieurs milliers. Elles étaient utilisées non seulement contre les chars, mais aussi pour couvrir les retraites, créer des écrans lors des traversées de rivières et aveugler les positions de tir ennemies. En janvier 1942, Andrei fut convoqué à Moscou, au commissariat du peuple à la défense. Il reçut en personne la médaille « Pour le courage » lors d'une cérémonie solennelle. Le général qui a remis la médaille a déclaré « Soldat Sidorchuk, votre ingéniosité a sauvé la vie de centaines de soldats soviétiques. Le commandement apprécie grandement votre contribution à la défense de la capitale. Portez cette médaille avec fierté. » Andrei accepta la médaille. Il exprima sa gratitude. Il quitta le bâtiment du commissariat du peuple, abasourdi. Moscou. Il est à Moscou. La même Moscou qu'il a défendue. Celle que les Allemands n'ont jamais prise. Celle qui a tenu bon. Vivante. Invaincue. Il descendit la rue Tverskaya. Il observa les immeubles, les gens, les tramways qui circulaient malgré la guerre. Tout fonctionnait. Tout était vivant. Nous avons tenu bon, pensa-t-il. Nous avons tenu bon. Moscou est à nous. Ce soir-là, à l'hôtel où il logeait, Andrei sortit la médaille. Il la contempla longuement. Elle était lourde. Le métal était froid. Pour le courage. Il ne se sentait pas comme un héros. Il a simplement fait ce qu'il devait faire. Il a réfléchi, il a eu une idée, il l'a mise en œuvre. Est-ce cela l'héroïsme ? Mais si cela a permis de sauver des vies, alors c'était justifié. Ce n'était pas en vain. En février, une lettre de sa mère arriva, la première en 4 mois. Andrei avait peur de l'ouvrir, et si c'était une mauvaise nouvelle ? Je l'ai ouvert et j'ai lu, et les larmes me sont montées aux yeux. Mon fils, Andriusha, je suis vivant. Je suis en bonne santé. Gomel est à nous, elle n'est pas occupée. Nous tenons bon. Je travaille à l'usine, je fabrique des obus. Ton frère Mikhaïl est vivant. Il a été blessé, mais il s'en est remis. Il sert dans les chars. Je n'ai aucune nouvelle de Constantin et Grigori. Je prie tous les jours pour qu'ils soient en vie. J'ai entendu dire que tu t'étais distingué. Une voisine, dont le fils est dans la même division, a écrit « Ton nom figurait sur la commande. Ma fierté, mon garçon brillant. Prends soin de toi, reviens sain et sauf. Maman. » Andrei plia la lettre. Il la glissa dans la poche de sa poitrine, près de son cœur, à côté de la photo. Maman est vivante. Misha est vivant, c'est l'essentiel. En mars, de nouvelles recrues ont rejoint la compagnie. De jeunes combattants, 19 à 20 ans, inexpérimentés. Certains tenaient un fusil pour la première fois. Andrei fut chargé de leur formation.
Il devint en quelque sorte leur instructeur. Il leur apprit à creuser des tranchées, à se camoufler, à lancer des grenades et à fabriquer des grenades fumigènes. Un des nouveaux venus, un certain Orlov, a demandé « Camarade Sidorchuk, est-il vrai que vous avez fabriqué des grenades avec des pommes de terre ?»« C'est vrai, acquiesça Andreï. »« Et ils ont arrêté les chars ?»« Ils m'ont arrêté. » Orlov secoua la tête. « Je n'arrive pas à y croire. Une pomme de terre contre un char d'assaut. On dirait une blague. » Andreï a ri doucement. Beaucoup de choses à la guerre peuvent paraître anodines, jusqu'à ce qu'on les voie de ses propres yeux. Une pomme de terre ne perce pas le blindage, mais elle aveugle le conducteur du char. Et un char aveuglé est un char mort. Combien de chars avez-vous détruits avec ces grenades ? Personnellement, je n'en ai pas vu un seul. Je me suis contenté de les stopper. Ce sont les lance-grenades et les artilleurs qui ont fait le travail. Nous avons des rôles différents. Je suis aveugle, eux, ils frappent. Mais quand même, merci à vous. Merci à tous, corrigea Andreï. Un homme seul ne peut pas vaincre un autre. Ensemble, nous sommes plus forts. Au printemps 1942, le front se stabilisa. Guerre de position, tranchées, sorties, bombardement d'artillerie. Mais il n'y eut pas d'attaque de chars majeurs. Les grenades fumigènes furent moins fréquemment utilisées, mais leur fabrication se poursuivit. Elles furent stockées en prévision d'une utilisation future, au cas où. Durant l'été, Andreï fut muté dans une compagnie de sapeurs. Ils avaient besoin de personnes ayant un profil technique. Il apprit à poser des mines, à les déminer et à construire des passages. La guerre continuait comme d'habitude, cruelle, sans fin, tuant des milliers de personnes chaque jour. Mais Andreï a survécu. Il a combattu pendant toute la guerre, de Moscou à Berlin. Il a été blessé 2 fois et a subi une commotion cérébrale. Mais il a survécu. Et ces grenades patates ont également survécu à toute la guerre. Elles ont été fabriquées jusqu'à la toute fin, jusqu'en mai 1945. Combien de chars ont été immobilisés? Combien de vies ont été sauvées? Il n'existe pas de statistiques précises. Cependant, diverses estimations font état de plusieurs centaines de chars détruits et de plusieurs milliers de morts. Tout cela grâce à une seule idée, une seule pensée, une seule pomme de terre. Andreï Petrovitch Sidorchuk est rentré chez lui en juin 1945. Maigre, cheveux gris, à 27 ans. Avec 2 médailles sur la poitrine, pour le courage et pour la prise de Berlin. Sa mère l'accueillit à la porte. Elle le serra dans ses bras. Elle pleura. Elle ne le lâcha pas pendant une demi-heure. Des 4 frères, 2 revinrent, Andreï et Mikhaïl. Constantin mourut à Stalingrad. Grigori mourut lors de la libération de Minsk. Andreï trouva un emploi, dans cette même amidonnerie. Elle était en reconstruction après la guerre. Il devint technicien principal. Il y travailla pendant 27 ans, jusqu'à sa retraite. Ils se sont mariés en 1947. Ils ont eu 2 enfants, un fils et une fille. Ils ont vécu modestement, mais heureux. Ils parlaient peu de la guerre. Ils n'aimaient pas s'en souvenir. Mais chaque année, le 22 novembre, ils sortaient dans la cour. Ils restaient là, silencieux. Ils regardaient vers l'ouest. Ils se souvenaient de ceux qui n'étaient jamais revenus. Joukov, Morozov, Bespalov, le lieutenant Voronov, tous. Parfois, ses camarades venaient lui rendre visite. Le sergent-major Kulik est venu 3 fois. Le capitaine Malichev est venu 2 fois. Ils s'asseyaient, buvaient et évoquaient des souvenirs. Kulik a dit un jour « Tu te souviens, Andreï, je t'avais dit de réfléchir. Et tu as trouvé une solution. Tu as transformé une pomme de terre en arme. Je n'arrive toujours pas à y croire. » Andreï a ri doucement. Que faire d'autre? Réfléchir ou mourir? Mieux valait réfléchir. Les grenades patates ont été mentionnées dans les journaux militaires, dans les ouvrages d'histoire de la guerre et dans les mémoires des soldats du front. La méthode de Sidorchuk est entrée dans l'histoire militaire, un exemple d'ingéniosité militaire, la preuve que la victoire ne se forge pas seulement dans les usines et sous l'égide des généraux, mais aussi grâce aux simples soldats,
par leur intelligence et leur force de travail. Dans les années 1970, un historien militaire a retrouvé la trace d'Andreï. Il est venu à Gomel et a demandé une interview. « Andreï Petrovitch, demanda-t-il, pourquoi pensez-vous que votre méthode a été si efficace? Quel est le secret ?» Andreï réfléchit un instant. Il ne répondit pas immédiatement. « Il n'y a pas de secret. Il y avait un problème, les chars d'assaut. Il y avait une ressource, les pommes de terre. J'ai simplement combiné les deux. Je me suis souvenu de ce que je savais auparavant. Je l'ai appliqué à de nouvelles conditions. C'est tout. » Mais pourquoi personne d'autre n'y a pensé? Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un y a pensé, mais n'a pas osé essayer. Peut-être qu'il n'avait tout simplement pas le temps. Ou le courage. J'ai tenté ma chance, et ça a marché. Quelle chance! Vous faites preuve de modestie? Non, répondit Andreï en secouant la tête. Je comprends, c'est tout. Je ne suis pas un génie. Je suis une personne ordinaire. Je me suis retrouvé dans une situation où je devais agir. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est tout. Andreï Petrovitch Sidorchuk est décédé en 1983, à Gomel, dans son lit, entouré de ses enfants et petits-enfants. 7 inconnus assistèrent aux funérailles. Des hommes âgés, aux cheveux gris, d'anciens soldats du front. Ils n'avaient pas servi avec Andreï, ils ne le connaissaient pas personnellement. Mais en 1941 et 1942, ils ont tous utilisé des grenades fumigènes, selon la méthode Sidorchuk. Et ils ont tous survécu, en partie grâce à ces grenades. L'un d'eux, un ancien conducteur de char, a déclaré sur la tombe « Merci, Andreï Petrovitch. J'ai servi près de Reyev en 1942. Des chars allemands avançaient sur notre batterie. L'infanterie a lancé des grenades fumigènes, les vôtres, celles à la pomme de terre. Les chars se sont arrêtés. Nous les avons criblés de balles. Toute la batterie a survécu. 6 canons, 30 hommes. Tout cela grâce à vous. » Un autre, un ancien fantassin, a ajouté « Et j'étais près de Koursk, 40 proies. Les tigres approchaient, des machines terribles. On les a aveuglés avec de la fumée. On en a mis 4 hors de combat. Toute la compagnie a survécu. Sans vos grenades, on aurait tous péri. » Ils restèrent silencieux. 7 vieillards, 7 survivants. Et quelque part dans l'album de famille de Sidorchuk se trouvait une vieille photographie, en noir et blanc. Flou. On y voit Andreï, jeune, 23 ans, en tunique, avec un fusil, debout près d'une tranchée. Il y a 3 grenades sur le parapet de la tranchée, des F1 classiques, des grenades citron. Seuls les connaisseurs d'histoire y verront une signification plus profonde. 3 chars immobilisés, 9 véhicules détruits, des centaines de vies sauvées. Vous vous souvenez, au début j'ai dit « un homme, un morceau de pomme de terre et le destin de 47 tankistes ». Maintenant, vous savez comment cela s'est passé. Un simple soldat, un ancien ouvrier d'amidonnerie, confronté à un problème qui semblait insurmontable. Char contre infanterie, acier contre chair. Mais il n'a pas cédé, il ne s'est pas résigné. Il n'a pas dit « on ne peut rien faire ». Il réfléchit. Je me suis souvenu de ce que je savais, j'ai appliqué ce que je pouvais, j'ai tenté ma chance. Et la pomme de terre est devenue une arme. Simple, abordable, efficace. La guerre, ce n'est pas seulement des généraux et des chars, ce n'est pas seulement des usines et des avions. La guerre, c'est aussi une affaire d'hommes, des gens ordinaires, qui, à un moment critique, trouvent une solution, avec les moyens du bord, avec ce qu'ils savent. Parfois, c'est un morceau de fil de fer, parfois c'est un bidon d'essence, parfois c'est une pomme de terre. Ce qui importe, ce ne sont pas les mains. Ce qui importe, c'est la tête. Le sergent-major Kulik avait raison. À la guerre, le plus important, c'est la tête. Celui qui pense, vit. Andreï Sidorchuk réfléchit, et il survécut, et des centaines d'autres survécurent avec lui. Son nom n'a pas fait la une des journaux. Il n'a pas figuré en première page. Aucun monument n'a été érigé en son honneur. Mais tous ceux qui avaient lancé une grenade à patates et vu le char s'arrêter connaissaient ce nom. Et ils étaient reconnaissants. Et cela suffit.
Car le véritable héroïsme ne se manifeste pas bruyamment. Il est silencieux. Comme travailler dans un abri glacial, comme râper des pommes de terre congelées avec les mains engourdies, comme la volonté obstinée de trouver une issue quand tout le monde dit qu'il n'y en a pas. Et ce travail discret sauve plus de vies que 100 attaques accompagnées de cris de « Hourra !». Andrei Petrovitch Sidorchuk l'avait compris. C'est pourquoi je ne me suis jamais considéré comme un héros. J'ai simplement fait ce que j'avais à faire, ce que je pouvais. Et les pommes de terre étaient tout près.